côté à Instagram, il faut que je le mette en live. Ok, go en live, voyons voir. Ok, go en live. On va voir si ça marche. Parfait, ça a l'air de marcher. Et bien voilà, on est en live, donc tout va bien, c'est impeccable. Je le mets ici de l'autre côté et c'est parfait. S'ils arrêtaient là, voilà, c'est bon. Et bien voilà, on est en live, Séverine. Bonjour Séverine, comment Salut vas-tu? Fabrice. Très Ça bien, va? merci. Bonjour à tous. Ouais, ça va Bonjour bien. à Ça fait un petit tous. moment Ouais, là, ouais. dis donc. Ah Ça oui, me oui, là, manquait. ça fait un moment, ça manquait, c'est ça. Et justement, c'est pour ça, on va faire un petit peu plus d'explications. Donc Mhm. aujourd'hui, on va détailler un petit peu, donc forcément, toutes les explications que nous faisons sur le B5, le 2. On va le passer assez rapidement aujourd'hui, parce qu'en général, on se focalise en principe sur ces deux explications au niveau des deux visas. On le fera sur d'autres présentations, mais aujourd'hui, justement, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir et quel est l'intérêt, justement, d'investir dans le cadre d'un visa et sur un support immobilier, et bien sûr de participer par rapport à ça à ou un paiement cash ou un paiement avec un prêt. Quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre? Nous allons développer ça aujourd'hui. Si j'ai pas trop de bruit dans le bureau, je suis vraiment désolé. Les travaux ont commencé. Donc voilà. Donc ici, je vais essayer de partager directement le slide. Voyons voir. On n'est pas. Voilà. Non, c'est bon, Donc Fabrice, ça t'inquiète pas, devrait on entend aller. bien. Ça sent pas tant pas trop le bruit. Bon, Ça ils va, viennent juste de écoute, commencer les travaux. Je suis vraiment désolé. on peut faire un petit peu plus rapide Voilà. et Donc puis. ici, share de Voilà. OK, parfait. Et ici. Voilà, donc nous pouvons ici partager le PDF. Nous allons voir donc le guide de l'investisseur immobilier des visas E2, EB5. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette connexion. Nous sommes normalement connectés sur tous les réseaux sociaux également. Les personnes qui se sont enregistrées pourront recevoir le PDF et bien sûr pourront également, ce que l'on fait maintenant à titre complètement exceptionnel, et je vous expliquerai à chacun pourquoi, complètement gratuitement, le rendez-vous sans exception sur le visa E2, EB5 ou même immobilier tout simplement. Donc, nous allons voir les investissements immobiliers, Visa E2, EB5, avec un prêt immobilier ou sans prêt immobilier. Nous allons détailler un petit peu la fiscalité aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de questions, en fait, Séverine. Mais Mhm. bon, d'abord, je te laisse te présenter, Séverine, avant tout. Ok, bonjour à tous. Écoutez, je m'appelle donc Séverine Galandi. Je suis spécialisée donc dans les emprunts immobiliers. Les emprunts immobiliers aux États-Unis. Je suis donc basée aussi en Floride. Et donc, j'aide tous mes compatriotes qui sont donc ou à l'étranger ou qui vivent déjà ici, donc à réaliser les emprunts pour acheter la maison de leur rêve, leur investissement ou tout autre projet. Et voilà. Parfait, merci. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, parce que justement, ce que l'on va développer, vous allez voir, donc c'est aussi bien dans le cadre d'un prêt immobilier ou même dans le cadre d'un refinancement immobilier également. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez contacter directement Séverine. Donc, voyons voir et commençons dans un premier temps sur les investissements. Ici, donc, le visa E2, le visa EB5, la structure à adopter. J'ai beaucoup, beaucoup de questions justement là-dessus, où j'ai beaucoup de gens qui me demandent, d'accord, mais quel statut j'ai? Si j'ai un visa E2, fiscalement, comment je dois faire avec la France. Nous avons fait un webinaire la semaine dernière, je vous invite à le voir également avec Marc Amblard, qui est avocat, et où nous a expliqué quelques ficelles là-dessus, justement sur toute la fiscalité, mais nous allons développer quelques autres points aujourd'hui. Donc, la structure d'un prêt immobilier, afin d'avoir les avantages fiscaux adéquats, c'est le thème avec donc l'explication sur justement les deux différences entre le E2. Et nous allons voir même d'ailleurs tous les financements possibles, si c'est possible. On a beaucoup, et j'ai même encore eu cette semaine, c'est vrai, une demande d'une personne qui était, non, c'était en commun avec un autre broker, qui justement voulait investir dans le cadre d'un visa E2 avec un apport personnel assez important à hauteur de 200 000 dollars mais par contre, le commerce était un peu plus de 480 000 dollars. Donc, il posait pas mal de questions. On va essayer de les développer parce que le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des investisseurs, et surtout les investisseurs internationaux avec lesquels nous, essentiellement, nous travaillons, donc Canada, France, Belgique, Suisse, etc., on essaie de sortir un petit peu, donc justement, le panel des personnes qui parlent français, parce que j'ai vu et j'ai pu constater, et également toi aussi, si je ne m'abuse, Séverine, qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur, en fait, sur l'Europe en général.
C'est ça, c'est vrai. Il y a très, très peu de communication, donc les gens sont très mal informés. Donc c'est vrai que c'est bien qu'on puisse au moins essayer de donner le maximum d'informations et après, Mhm. évidemment, en one by one, comme on dit, il n'y a pas de souci, un rendez-vous particulier. Exactement. Et essentiellement, parce qu'à chaque fois, la question que j'ai, c'est que quand j'ai un client qui m'appelle, il dit, ben voilà, alors qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que vous auriez besoin? Je veux trouver la bonne affaire, mais bon, je veux aussi faire le visa en même temps. En fait, tout le monde veut faire la bonne affaire, mais la bonne affaire, quelquefois, ce n'est pas forcément le prix d'achat de l'appartement ou de la maison que vous voulez acheter. Ce n'est pas non plus le prix du commerce que vous pouvez acheter pour obtenir le visa E2. J'ai eu beaucoup de clients qui ont acheté des commerces qui sont pas chers, qui aujourd'hui ne valent rien et qui ne valaient rien déjà à l'époque quand on a fait au niveau des analyses, avec bien sûr d'autres brokers, sans critiquer pour autant, d'autres personnes qui ont voulu passer sans broker également. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué en Europe. Donc, la personne se concentre essentiellement sur le deal et non sur la qualité du deal, ce qui est complètement une erreur qui peut réellement coûter des dizaines de millions. Et nous allons voir pourquoi. Donc, d'abord, dans un premier temps, pour des personnes qui ne savent pas, le E2, qu'est-ce que c'est le visa E2? Je désire venir aux États-Unis. Je n'ai pas le montant nécessaire. Par contre, j'ai certaines compétences. Je suis restaurateur, je suis vendeur, je suis quoi qu'il en soit. Et donc, je désire monter un business ici aux États-Unis. Pourquoi pas? Donc, vous pouvez, par le biais du visa E2, mais le visa E2 est quelque chose de très spécifique. C'est vous achetez un commerce où vous allez pouvoir appliquer sur le visa E2. Vous allez me dire, Fabrice, comment je sais que je peux appliquer qui puisse répondre aux critères du visa E2? C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous vous donnons le conseil. Donc, c'est pour ça que nous faisons l'analyse du commerce au niveau des bilans en amont, afin de vous donner la possibilité, si oui, vous pouvez prétendre à un visa E2. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre tranquillement ici dans le chat. Je vais, moi, vous mettre le lien, pardon, ici de mon calendrier électronique. Ainsi, vous pouvez directement prendre rendez-vous aussi bien avec moi qu'avec Séverine. Donc, là, voilà, comme ça, oui, si vous l'avez. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai des erreurs de connexion de tous les côtés. Donc, mais bon, il faut être une connexion ici sur le téléphone où il me dit que ça marche pas, et de l'autre côté ici sur le chat. Bon, enfin, soit, j'espère que vous le voyez très bien. Ça a l'air de marcher correctement sur les autres réseaux. Donc, le visa E2, comment ça se consiste en général? Vous achetez un commerce qui répond aux critères. Nous travaillons avec des avocats d'immigration par rapport à ça pour justement vous conseiller correctement. Donc, première étape, prenez rendez-vous avec moi, on va regarder, on va faire l'analyse. On ne va pas aller directement sur une recherche, on va directement d'abord sur l'avocat d'immigration qui est obligé de participer régulièrement aux analyses financières du commerce, même si nous connaissons notre job et les critères, pour pouvoir savoir si le commerce répond complètement au visa E2. Ça paraît sympa, ça paraît facile. Croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. Et très, très, très souvent, on passe 2, 3, 4, 5 commerces avant de trouver réellement le commerce qui puisse vous donner et répondre justement à vos critères. Parce que dans un premier temps, quand vous achetez un commerce, c'est pas seulement non plus pour avoir un visa E2. C'est dire, ben, pourquoi pas, mais il faut bien quand même que je gagne de l'argent en arrivant aux États-Unis. Donc, si j'achète un commerce, le but, c'est de quoi? C'est de faire de l'argent, évidemment. Donc, Et oui, nous, parce qu'il y a le renouvellement au bout, faut toujours penser à ça. C'est que c'est pas seulement le commerce, éventuellement, même si, parce qu'on a quand même beaucoup aussi de clients qui ont des activités extérieures qui leur permettent de vivre très bien aux États-Unis, qui achètent juste le commerce pour un visa. Et en fait, il faut faire attention parce qu'il faut pouvoir être capable de vivre avec les revenus de votre commerce. Et ça, c'est hyper ex- important. exactement, exactement. Donc, c'est vrai que ça paraît anodin, mais bon, c'est quand même assez essentiel. Ici, c'est le plus important. Donc, ce commerce, vous l'achetez, il répond aux critères, etc. Vous êtes appliqué et vous avez votre visa E2, très bien, dans le meilleur des mondes. Le visa E2 n'est pas une carte verte. Le visa E2 n'est pas une résidence définitive. Le visa E2 est une possibilité pour nous, les Européens, on peut l'obtenir avec une durée de 4 ans, est une possibilité de pouvoir rester sur le territoire américain. Vous êtes considéré, vous allez avoir un Social Security Number, c'est-à-dire un numéro de sécurité sociale comme un Américain. Vous auriez la possibilité de pouvoir acheter une voiture, avoir une carte bleue, à ouvrir un compte bancaire, avoir un petit peu tous les avantages d'un Américain. Vous ne serez jamais résident avec un visa E2. Par contre, en contrepartie, vous avez la possibilité de pouvoir le renouveler indéfiniment. C'est-à-dire que tant que votre commerce marche, vous pouvez le renouveler. Très important. Donc, et je vais partir sur quelque chose justement où j'ai évoqué un petit peu au début, Séverine.
je prends le cadre d'un visa E2. Donc, je désire acheter un commerce. Le commerce vaut 480 000. OK, très bien. Moi, j'ai un apport de 200 000. Je voudrais appliquer pour un visa. Je sais qu'évidemment, après analyse avec l'avocat d'immigration, j'ai vu, et avec mon analyse financière au niveau des bilans, que le commerce est viable et il est applicable complètement pour obtenir un visa E2. J'ai un minimum de 2 employés, j'ai un minimum de renouvellement qui est possible, j'ai un chiffre d'affaires qui est suffisant pour moi et ma famille, mais bien sûr, il me manque 300 000, enfin 200 000, 285 000 exactement. Donc, est-ce que toi, sur ce business, par exemple, disons là, le cas que j'ai eu réellement cette semaine, c'est-à-dire les sandwichs qui se trouvent ici sur South Beach, et ça marche très fort, hein, ça marche très très fort. Donc en fait, le gars marche très très fort dans une camionnette, ça paraît tout bête, hein, mais ça paraît tout bête, mais il a commencé dans une camionnette là-bas à côté de Lincoln Road, et ça marche tellement fort, des sandwichs. Alors, ça, sans dit, c'est quand même fou. Mais croyez-moi, ce pays est fou. Vous avez une possibilité de pouvoir développer un business et pouvoir faire de l'argent. Je ne veux pas faire cocorico, mais c'est vraiment le pays des opportunités. Donc, je continue avec mon histoire de sandwich. Donc, cette personne a créé ce business au niveau des sandwichs et comme ça marche très très fort, il a décidé d'en faire une franchise. Good. Donc, en faisant cette franchise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout simplement, il commence à le distribuer. Et il l'a distribué également sur New York, il l'a distribué également sur le Palm Beach, il l'a distribué également sur Orlando. Et maintenant, aujourd'hui, si vous désirez acheter un visa, il vous vend la franchise. Il vous vend la franchise, il vous explique la petite fourgonnette, etc., l'endroit, etc. Et il vous donne toutes les possibilités par rapport à lui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Honnêtement, entre vous et moi, je n'allais jamais manger un sandwich là-bas. Mais bon, alors contrepartie, quand on passe devant, je peux te dire, Séverine, que c'est impressionnant. Parce qu'il y a une file, il y a une file où on se demande d'ailleurs, mais bon, c'est très bien parce qu'il y a de l'argent. Donc, je prends cet exemple-là, qui est un exemple concret que j'ai eu avec un client cette semaine, et donc qui veut appliquer pour un visa E2. Est-ce que toi, tu as la possibilité de pouvoir nous aider sur un levier financier d'un prêt immobilier sur ce style de business? Aïe, aïe, je suis désolée de décevoir nos auditeurs, mais malheureusement, non. J'aime pas le aïe aïe. J'aime pas le aïe aïe aïe. Pourquoi? J'aimerais vraiment, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et non, je ne peux pas prêter pour des fonds de commerce. Voilà, donc malheureusement, vous allez devoir vous contenter soit d'investir dans de l'immobilier locatif, on en parlera un petit peu plus tard, mais tout ce qui est fonds de commerce n'est pas possible. C'est la première raison. Et la deuxième, c'est que effectivement, il va falloir voir aussi avec votre avocat d'immigration si même si vous arrivez à trouver un financement, si vous pouvez quand même avoir votre visa malgré tout. Parce que vous êtes censé investir aux États-Unis, vous n'êtes pas censé créer de la dette, entre guillemets, vous êtes censé créer de la richesse. Donc, je ne suis même pas convaincue que l'avocat d'immigration soit OK avec ce principe. Donc, voilà. Mais malheureusement, non, je ne vais pas pouvoir vous aider. Il va falloir passer par d'autres biais, donc on va certainement évoquer. Tout à fait, exactement. En fait, c'est exactement le problème sur lequel on a été confronté. C'est que la différence par rapport au montant que la personne désirerait investir est calculée par rapport aux bénéfices qui puissent être, que peut donner ce business. Si les bénéfices sont suffisants par rapport à ça, avec la déduction du prêt immobilier, la réponse de l'avocat est-elle un peu compliquée, comme les avocats, bien sûr, tout le temps. Donc, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible, mais attention, le problème, il est où? C'est que, moi, de notre côté, au niveau du résidentiel, il n'y a aucun problème. Au niveau du, on va dire, pas du commercial, mais entre guillemets, du multifamily, aucun problème non plus. On peut bien sûr faire après sur quelqu'un qui est, je ne vais pas dire avec un visa ici vivant aux États-Unis parce que c'est plus compliqué, mais qui est en l'extérieur et pouvant vouloir venir aux États-Unis sans aucun problème. Maintenant, on a un gros problème, c'est au niveau des business. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas la seule, parce que nous, on a même recherché et on a pratiquement personne qui peut donner la réponse à ce support, c'est-à-dire qui peut donner donc la différence. Alors, donc, pour toutes les personnes qui désirent faire un visa E2 parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour faire un EB5, je déconseille de chercher un business, malheureusement, un business qui est au-dessus de votre rapport en cash que vous avez aujourd'hui, parce que c'est très compliqué. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà compliqué quand on commence à faire les analyses financières au niveau des business. Donc, c'est dommage de le mettre encore un peu plus compliqué en cherchant, en essayant de trouver un prêt pour pouvoir combler la différence.
Voilà, donc c'est une aparté que je voulais faire par rapport à ça, pour que tout le monde puisse être au courant et ne pas se lancer. Je conseille très souvent, il vaut mieux, c'est malheureux, oui, ok, mais il vaut mieux se focaliser sur une société sur laquelle vous avez la possibilité de le payer cash, plutôt Mhm. que de pouvoir espérer d'avoir un levier avec un prêt immobilier d'un prêt, pardon, d'un business sur un prêt commercial. Donc, c'est possible sur les résidents, les prêts commerciaux, c'est beaucoup moins évident sur les non-résidents. Donc, maintenant, je vais exposer donc rapidement, merci de ta réponse, Séverine, et c'est parce que c'est exactement le problème sur lequel on a été confronté. Mhm. Et je pense qu'à mon avis, tu as ce problème certainement qui revient assez souvent sur des personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir sur un business et pas forcément être dans la fiscalité américaine. Parce que l'avantage du visa E2, c'est que c'est l'avantage, mais vous avez un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que vous n'êtes pas résident américain. Donc, vous n'êtes pas soumis à la fiscalité américaine à vita aeternam. Vous êtes soumis à la fiscalité américaine le temps que vous êtes sur le territoire américain. Exactement. Et c'est vrai que c'est un problème récurrent, hein. J'ai tout le temps des gens qui effectivement me contactent pour avoir des emprunts pour des fonds de commerce, pour acheter un business qui soit un peu mieux ou quoi que ce soit. Malheureusement, ici, non. Il va falloir procéder par étapes. Voilà. Tout à fait. Donc, et nous allons voir après, derrière ça, comment on peut faire avec l'appui pour le bien immobilier, mais on va vous expliquer un petit peu quand même avant les avantages et les inconvénients que vous pouvez avoir aussi sur un prêt immobilier au niveau de la fiscalité. Parce que c'est bien de prendre un commerce, c'est bien d'être résident, c'est bien de ne pas être résident, tout est pas mal, mais il faut quand même savoir où on met les pieds. C'est beaucoup mieux, parce qu'il est préférable de savoir ce que vous allez payer en amont plutôt que de partir à l'aventure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un bon deal, ce n'est pas forcément le prix de l'appartement. C'est ça. Un bon deal, ce n'est pas forcément non plus le prix du commerce. Parce que ma petite histoire de la sandwicherie, elle paraît magnifique. Peut-être que ça marche pour lui, parce que, et bon, à première vue, sur les autres franchises, ça marche également. Donc, la recette doit être exceptionnelle. Donc, ici, par rapport à ça, mais peut-être que ça ne marchera pas. Donc, très attention là-dessus. Maintenant, partons un peu sur le programme EB5. Et nous allons voir après ce que l'on fait sur l'immobilier pour pouvoir avoir le levier et ce que l'on a au niveau des applications sur le levier avec un prêt immobilier que Séverine pourra nous expliquer. Donc, minimum du EB5, Mhm. 800 000 $, avec des projets ruraux, 1,050 million pour les projets urbains. Attention, nous savons, c'est pratiquement sûr que ici, septembre 2026, nous savons que le programme EB5 est un programme fédéral pour 5 ans où il va s'arrêter 2027. Mais la modification en 2026 est possible, est autorisée. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est déjà pratiquement voté. Septembre 2026, il va y avoir un arrêt, 15 jours, un mois à peu près, et le montant au niveau de l'EB5 ne va plus passer à 800 000 $, mais à 950 000 $ ou 920 000 $. Et bien sûr, donc l'année prochaine, certainement également vers janvier-février, un moment où ça va s'arrêter un mois ou deux, et ça risque de reprendre après. Pour le moment, rien d'officiel, le montant, il est pratiquement officiel déjà. Donc, en contrepartie, c'est vrai que ce qu'on a vu essentiellement, quand on arrive, on était déjà sur une fourchette de 1,050 million pour les programmes urbains. Donc, quand on va arriver sur un projet à 950, parce que toujours pareil, on ne choisit pas le programme le moins cher, on choisit le programme qui nous va bien. Donc, le programme en rural, par exemple, sur tel que nous pouvons avoir, nous, directement, parce que nous travaillons directement avec les centres régionaux, sont des programmes ruraux sur lesquels vous avez une acceptation entre 6 et 8 mois au niveau de votre carte verte. Quand le reçu vient au niveau de l'USCIS, que le reçu est approuvé, la principale situation au niveau de l'approbation est l'approbation des fonds. Mhm. Les projets sur lesquels nous travaillons, Séverine, sont tous déjà approuvés par l'USCIS. C'est-à-dire que nous avons déjà le formulaire qui s'appelle le I-956F avec l'approbation directement. Donc 6 à 8 mois, retour du document par rapport à l'approbation au niveau des fonds, ça, de nouveau, c'est fait par l'avocat d'immigration. C'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous avec nous, on vous explique un petit peu le cheminement. En fonction de vous, de ce que vous désirez faire, nous mettons directement en contact. Première chose, premier contact, avocat d'immigration. Nous travaillons avec des avocats d'immigration qui connaissent très très bien le sujet, où nous n'avons même pas eu d'échec pour le moment. Et donc, je vous le conseille fortement.
En contrepartie, vous pouvez également, vous, travailler avec votre avocat d'immigration. Il n'y a aucune obligation. C'est juste un support que nous pouvons donner, nous, ici, au sein de notre agence. Donc, l'investissement, 800 000 $, 6 à 8 mois. Au bout d'un an, vous avez votre carte verte. Vous êtes quoi? Vous êtes résident. Vous avez votre carte verte avec une conditionnelle au niveau de 2 ans qui peut justement se transformer en passeport au bout de 5 ans. La conditionnelle se lève au bout des 2 ans pour voir tout simplement si vous êtes toujours dans le projet avec le centre régional. Alors, on m'a posé la question, qu'est-ce que le centre régional? Le centre régional est un endroit où vous n'achetez pas un appartement. On va revenir après sur le fait, sur le tips qu'on a trouvé. Vous n'achetez pas un appartement, vous investissez, vous devenez partenaire avec un développeur qui directement, ici, vous faites partie du projet. Donc, le projet peut se situer à Miami, à Fort Lauderdale, en Californie, à Okeechobee, n'importe où. Le principal, le projet sur le territoire américain, il est approuvé par le 956F. Là, on y go. Donc, vous avez cette possibilité-là, levée après les 2 ans, possibilité, bien sûr, directement d'avoir la carte verte au bout d'1 an, et bien sûr, cette carte verte est passeport au bout de 5 ans. Mais voyons voir maintenant le développement. La majorité des investisseurs cherchent quoi? Au niveau des appartements pour investir. Et je vais vous donner pourquoi. Nous allons expliquer par rapport aux appartements le levier que vous pouvez faire aussi bien avec un visa E2 qu'avec un visa EB5. Quand vous avez ici un prêt immobilier, vous faites un visa E2, vous investissez un certain montant, on va dire n'importe quoi, vous achetez un commerce, comme on l'a pris l'exemple là, de 200 000. Voilà, donc Séverine, j'achète un commerce, moi, de 200 000, et donc j'applique pour le visa E2, et mon visa est accepté. Est-ce que je peux, avec ce visa E2, acheter un appartement? Non, si vous avez utilisé des sous, vous ne pouvez pas utiliser directement pour acheter un appartement, évidemment. Par contre, j'ai 200 000, c'est vrai, j'achète un appartement. Comment je peux faire maintenant pour appliquer pour mon visa E2 parce que j'ai dépensé mes 200 000? Ah, bah, en fait, je dirais que c'est la meilleure situation au final. C'est mieux pour la bonne et simple raison que si vous avez effectivement des fonds, vous achetez un appartement, admettons que vous l'achetiez cash, hein, on va partir de ce principe-là. C'est ça. Et vous vous retrouvez dans la situation, vous dire bah, finalement j'en ai marre, je veux partir de la France ou d'ailleurs, et je veux venir m'installer aux États-Unis. Mais bon, malheureusement, bah, on est bien d'accord, vous avez bloqué toute votre trésorerie dans l'appartement. Ne vous inquiétez pas, c'est là où je vais pouvoir vous aider. Tout simplement, on va faire ce qu'on appelle ici un cash out. Qu'est-ce que ça veut dire le cash out? Ça veut simplement dire on va ressortir la trésorerie que vous avez dans votre appartement. Et cette trésorerie-là, vous en faites ce que vous voulez. Ça sous-entend que vous pouvez tout à fait investir dans votre futur visa E2. C'est-à-dire que cette trésorerie, vous allez pouvoir la prendre et aller acheter un business avec, qui vous donnera de surcroît le visa E2. Donc en fait, non seulement avec cette solution, l'avantage que vous avez, c'est que non seulement vous allez pouvoir donc continuer votre projet américain d'achat de visa E2, entre guillemets, mais en plus de ça, vous avez toujours un appartement donc à Miami. Donc, vous avez votre appartement qui va être donc un investissement locatif sur lequel vous allez avoir des loyers et puis évidemment un remboursement d'emprunt. Mais à côté de ça, cet argent que vous avez investi à l'époque va vous permettre d'acheter votre bien, donc de votre visa et ni plus ni moins votre nouveau business. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, Voilà. c'est un support. Alors, question. Est-ce que je suis imposé sur les 2 montants? C'est-à-dire, je prends aujourd'hui, je vais répondre sur le premier, je vais te laisser répondre sur le deuxième parce que c'est ta partie et le premier, c'est la mienne. Donc, est-ce que justement, je prends ces 200 000, je les amène de France, j'achète le commerce, est-ce que je vais être imposé sur ces 200 000 que je transfère de France aux États-Unis? Il faut savoir que vous avez complètement le droit de transférer des fonds de France aux États-Unis. Il y a un article qui est justement, enfin, c'est pas un article, c'est une convention, pardon. Une convention entre franco-américaine qui est passée en 1976 exactement et qui donne un accord pour ne pas avoir une double imposition entre la France et les États-Unis. Je m'explique. Vous avez déjà payé vos 200 000 d'imposition ici aux États-Unis. On est bien d'accord. En France, pardon. Vous virez votre argent. Alors, l'argent peut être viré d'une société? Oui, il est possible de le virer d'une société. L'argent peut être viré dans nom propre? Oui, également. Il peut être viré également de mon beau-frère qui me prête de l'argent? Également, c'est possible. Vous avez la possibilité que de pouvoir avoir un cadeau familial pour pouvoir justement investir sur un commerce aux États-Unis sans aucun problème. Il n'y a rien d'illégal. Tout ça, c'est bien gentil. Les impôts ont déjà été payés sur cet argent en France. On est bien d'accord, puisqu'il est sur votre compte bancaire.
Donc, et s'il n'est pas payé encore, il va être payé quoi qu'il en soit. OK? Donc, si c'est de l'argent, je veux dire que vous avez collecté dans l'année. Donc, vous n'allez pas payer d'impôt dessus en les transférant aux États-Unis directement pour acheter un commerce. Maintenant, je reviens dans l'autre sens, c'est vrai. Est-ce que Mhm. toi, tu me donnes 200 000 en cash out, ce qu'on a bien compris, Mhm. OK? Est-ce que je suis imposé sur les 200 000? Alors, non, vous n'êtes pas imposé directement, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement un emprunt que vous allez faire, d'accord? Donc, en Oui. fait, si vous avez vos 200 000, 300 000, peu importe le montant, moi, quand je vais ressortir la trésorerie, c'est un emprunt traditionnel et ensuite, vous avez cette somme d'argent et vous êtes tout à fait libre de l'investir comme vous le voulez. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Après, évidemment, vous avez, si vous avez des revenus locatifs, etc., évidemment que là, vous allez être imposé, mais comme dans tous les pays, ça, c'est normal. Mais je dirais que Complètement. sur la somme que vous allez ressortir de votre poche, non, il n'y a pas d'imposition dessus. Voilà. D'accord, très bien. Bon, donc là, vous êtes fixé. Et maintenant, on va partir un petit peu après sur des montants plus Mhm. importants, puisque les tranches, nous le savons très bien, sont plus importantes, aussi bien au niveau des impositions que des droits de succession, parce qu'il faut tout soulever, et nous allons tout soulever. C'est un peu plus rapidement. Si vous voulez après plus de détails, nous sommes ici, moi, je suis vraiment très spécialisé, très focalisé. Je l'étais déjà, je faisais déjà ça pardon, en France, très Mhm. focalisé sur la fiscalité et les impositions. Et quand je ne sais pas, je prends les avocats fiscalistes qui me donnent les informations nécessaires. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, ce que l'on sait, on peut très bien vous aider par rapport à ça. Nous avons toute l'équipe et toutes les personnes nécessaires qui peut nous aider afin de vous conseiller correctement. N'hésitez pas. La principale n'est pas, comme je vous le disais, le deal, mais la façon dont vous structurez le deal. Et croyez-moi, c'est complètement important. Complètement. Maintenant, continuons sur les avantages. Et j'ai pris deux exemples. En fait, j'ai pris un exemple avec deux investisseurs, c'est-à-dire qui investissent sur une même propriété, c'est-à-dire le même prix, même loyer, et donc ils perçoivent les loyers. Un paye beaucoup d'impôts, l'autre paye zéro. Pourquoi? Tout simplement pour une structure qui est correcte. Et on va vous expliquer ça, et je vais vous expliquer ça, parce qu'on a la chance d'avoir Séverine ici aujourd'hui, ce qui nous permet justement de pouvoir répondre à toutes les questions quand on désire faire un prêt. Et moi, je vous le conseille, croyez-moi. La majeure partie, les banques, afin d'investir dans des fonds d'investissement, n'utilisent pas votre argent, elles utilisent le vôtre. Croyez-moi. Les gros investissements. Ah, mais non, mais c'est une chose qui est certaine. Ah Et oui, je oui. peux vous dire, j'ai travaillé moi dans le système bancaire, je peux vous dire comment ça fonctionne. Et il n'y a absolument rien d'illégal. C'est complètement légal. Et vous, en contrepartie, si vous investissez sur un bien immobilier, et par le biais, dans un premier temps, sur un visa UB5, et que vous faites un prêt pour pouvoir vous aider, il n'y a rien d'illégal non plus. Vous pouvez Absolument le pas. faire sans problème. Voilà. Et comme je dis toujours, quand vous avez 500 000 dollars, je prends même sur la base de 800 000, il est préférable de mettre un apport personnel de 200 000 et d'utiliser 400 000 pour avoir quatre propriétés. Quatre propriétés avec 200 000 d'apport, vous avez vos 20% d'apport, vous achetez quatre propriétés avec 1 million. Si je ne m'abuse, c'est vrai. Alors, ça va être plutôt 25% d'apport. Mais globalement, quoi qu'il arrive, oui, effectivement, vous avez meilleur temps d'acheter plusieurs propriétés puisque vous allez bénéficier de la valorisation de ces propriétés sur le long terme. Donc, ça, c'est une évidence. Plutôt que de bloquer votre cash, entre guillemets, dans un seul bien immobilier. Voilà. D'accord. Après, nous avons justement, parce que j'ai eu le cas aussi, moi également, des personnes qui, comment acheter? Donc, c'est-à-dire ce que l'on appelle ownership, ici aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose d'acheter en nom propre et en société. Bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons un impact dessus qui est bien, aussi bien juridique, patrimonial, au niveau de la taxe également. Mais est-ce qu'il y a un impact au niveau du prêt immobilier à ce moment-là, si je l'achète? Parce que, évidemment, et nous allons le voir rapidement, parce que nous n'allons pas faire une explication complète des avantages au niveau de la compagnie. La LLC, pour les gens qui ne savent pas, c'est un petit peu similaire à ce que l'on appelle une SAS ou une SARL en France. Donc, c'est une responsabilité limitée sur une société. Est-ce que j'ai un impact au niveau du prêt que je puisse faire sur ma LLC ou si je le faisais en nom propre, Séverine? Non, absolument pas. Donc, vous êtes libre de le faire, votre emprunt, soit en nom propre, soit sous la LLC. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que la LLC, c'est un écran, hein, c'est une société, que vous allez quand même être garant vous-même personnellement de l'emprunt, d'accord? Parce que vous êtes détenteur de la LLC, mais ça ne pose aucun problème. En tant que non-résident, vous pouvez investir pour un investissement immobilier locatif, hein, on va être clair. Vous pouvez soit investir en nom propre, soit sous le nom d'une LLC. Il n'y a aucun souci. L'un ou l'autre fonctionne le mieux. Évidemment, on peut toujours recommander la LLC. Pourquoi? Justement, tu vas venir à cela, hein, pour les avantages fiscaux que ça peut offrir. Mais c'est vrai que vous pouvez faire aussi l'un ou l'autre, peu importe.
D'accord. Alors, je prends cet exemple. Donc, on a très bien compris. Si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous échappe, posez des questions sans aucun problème. Nous vous y répondrons. Donc, on a bien compris que l'investissement sur un E2, donc avec le système et le levier au niveau d'un prêt immobilier, il y a la possibilité de le faire, surtout si on avait moins de 800 000 dollars. Aujourd'hui, j'ai 800 000 dollars. Disons, j'ai 1 million de dollars. OK? J'ai 1 million de dollars, je décide d'acheter une maison aujourd'hui qui vaut, une maison, je dis une maison ou un appartement, qui vaut 800 000 dollars. Et je voudrais, derrière ça, après, appliquer pour un visa EB5. Le système que tu nous as expliqué, Séverine, peu importe pour le moment, nous allons le voir après, succession, etc. Donc, je suis détenteur de 1 million de dollars, je veux acheter un bien immobilier. OK, j'achète le bien immobilier avec Fabrice, c'est mieux. Mhm. Ici, cash, vous pouvez l'acheter avec quelqu'un d'autre. Par contre, on peut vous conseiller réellement de A jusqu'à Z. Si vous l'achetez avec nous, c'est quand même beaucoup mieux. Ici, pour être complètement honnête, et ici, donc ici, vous achetez votre bien immobilier, d'accord. Vous achetez votre bien immobilier cash. Mhm. OK? Donc, ce que l'on appelle cashing. Cash, c'est pas en billet, parce que c'est en cash, en fait, ça veut dire Oui, sans crédit ici. Donc, on c'est sans paye. Ouais. emprunt, exactement. C'est avec la Mais trésorerie j'ai eu qui le cas, l'autorise. j'ai eu le cas, c'est pour ça que je le Oui, précise. Il y avait une personne qui m'a dit, je dois amener les billets. Non, non, vous amenez rien du tout, s'il vous lié dans plaît. le matelas, oui. Voilà. Et est-ce que je vous les envoie directement? Non, 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 vous m'envoyez surtout pas d'argent. Nous ne prenons pas d'argent. Séverine ne va jamais vous prendre d'argent. Je ne vais jamais vous prendre d'argent. Tout ce que vous avez au niveau des finances passe directement par des avocats, ce que l'on appelle des compagnies de title qui font un petit peu le similaire de ce que vous avez de notaire en France, transmission des Mhm. propriétés, etc. Et donc, tout ce qui est autres paiements, vous les faites même en direct. C'est-à-dire, quand je prends expertise, inspection, c'est pareil, on ne vous prend pas d'argent, vous les payez en direct. OK? Voilà. Que ça soit clair. Voilà, si vous avez quelqu'un qui vous demande de vous envoyer de l'argent sur son compte, il y a un truc qui ne va pas. Donc, Ouais. voilà, il y a quelque Tout chose doit qui ne va être pas. versé, je vais juste rebondir là-dessus, c'est vrai que tout est versé sur des comptes séquestres. Voilà, donc ça, c'est Complètement. très, très sécurisé, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment, vraiment très bien fait pour ça aux États-Unis. Donc, personne n'est Exactement. censé accepter d'argent d'office en amont, ça c'est certain. Complètement. Donc, j'achète ma maison. OK? Mhm. Maintenant, qu'est-ce que je l'ai acheté en LLC, par exemple, que j'ai viré de l'argent de moi d'une SAS que j'ai en France. Et donc, j'achète cette maison ici ou cet appartement à Miami et il est payé, mais je veux appliquer pour le B5. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de ton côté? Mais écoutez, il n'y a pas de souci, je peux faire exactement la même chose hein, pour 200 000, 600 000, 800 000 ou plusieurs millions, ça revient au même. Je peux tout à fait vous ressortir la trésorerie que vous avez dans ce bien-là à 1 million. Donc, globalement, généralement, alors c'est le minimum, on va pouvoir ressortir 65% de la valorisation de votre bien, d'accord? Ça peut OK. être au-delà. Ça, c'est Donc, une valeur on peut pas dite plus sortir. Pardon de te couper. on peut aller jusqu'à 70%. Alors, ça va dépendre du type de bien, ça va dépendre de pas mal de choses, en fait. Mais je dirais que pour être un peu plus conservatif, on va dire 65%, vous êtes certain qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez D'accord. ressortir, donc on va dire, admettons, 65% de la valeur de votre bien. C'est ceci, évidemment, vous allez avoir un emprunt hypothécaire en face, hein, on est bien d'accord que Bien voilà, là, sûr. vous allez avoir finalement un prêt sur votre bien immobilier, mais l'avantage que vous avez, c'est que cette trésorerie, vous en faites ce que vous voulez, contrairement à la France. Vous pouvez la garder en cash dans votre poche, vous pouvez la réinvestir dans un visa EB2, EB5, peu importe. Donc ça, c'est sûr. D'accord. D'accord. L'avantage que vous avez pour faire cet emprunt, si tu veux que je développe un petit peu, c'est que c'est relativement simple. Vous, en étant non résident, alors quand j'entends non résident, on est bien d'accord, hein, ce sont les gens qui ne vivent pas et qui ne travaillent pas encore aux États-Unis. Hein, vous êtes non résident quand vous vivez toujours dans votre pays d'origine. Votre investissement, il est uniquement là pour faire profiter pour développer, je dirais, votre portefeuille immobilier ou votre patrimoine, tout simplement. D'accord? Donc, dans ces conditions-là, en fait, clairement, par rapport à vous, je vais avoir besoin d'une seule chose, c'est un passeport, ni plus ni moins. Je vais avoir besoin de la preuve des fonds, hein, comme on l'a dit, donc pas l'argent, le cash dans le matelas. Je Ça, vais c'est avoir formidable. besoin, voilà, d'un compte J'adore. ouvert aux États-Unis, parce que les banques qui vont vous financer votre bien ici n'ouvrent pas de compte bancaire, ce sont des banques qui sont exclusivement spécialisées dans l'emprunt immobilier, donc elles ne vont pas vous vendre de crédit voiture, elles ne vont pas vous vendre de compte bancaire ou d'assurance. Et OK. c'est à peu près tout, en fait. Hein. Voilà, c'est la seule chose qu'il va me falloir, ni plus ni moins, pour avoir un emprunt aux États-Unis. Un passeport, les fonds, alors que ce soit des nouveaux fonds ou des fonds que vous avez apportés au préalable, et un compte ouvert aux États-Unis. C'est tout ce qu'il me faut.
Après, par rapport à l'emprunt en lui-même, il est relativement simple, hein, puisque vous avez vu, vous avez besoin d'aucune documentation. Donc, vous allez me dire, mais comment tu nous fais l'emprunt? Parce qu'il y a un moment, 800 000 $ ou 1 million de dollars à ressortir, la banque doit bien vous demander quelque chose. Alors, comme je l'ai dit, vous allez avoir un prêt hypothécaire, mais là, encore une fois, ce n'est pas vous qui allez vous qualifier avec vos fiches d'imposition, avec vos fiches de salaire. Tout cela, je n'en veux pas. En fait, c'est le bien lui-même qui va se qualifier. C'est le bien tout seul. En fait, ce sont les revenus locatifs de ce bien qui vont permettre de vous qualifier à l'emprunt. D'accord? C'est très bien que tu le signales ça, parce que c'est vrai que ça paraît un petit Voilà, peu extraordinaire, parce que c'est complètement différent. En France, exactement. là, en France, on va nous demander 3 ans de tax return, c'est-à-dire des déclarations d'impôts, un contrat de durée indéterminée, une possibilité. Moi, je vois très, très souvent, c'est le problème que l'on avait avec les 33% d'endettement en Exactement. France, où on prenait après même à peine 60% des revenus fonciers. Donc, ce qui est très, très, on est très, très vite limité pour avoir les 33%. Tu achètes ta maison demain et tu achètes la voiture derrière ça, ou si tu t'as fait l'inverse même, terminé, quoi. C'est fini, on y est au 33%. Et Ben, là, c'est ça. c'est quand même quelque chose de formidable, ce que tu puisses faire. Tu nous dis que, donc, passeport, ici, ensuite, tu focalises par rapport au bien afin de pouvoir dire j'accepte ou j'accepte pas. On est bien d'accord. Voilà. En fait, c'est le bien qui va s'auto-qualifier, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que le bien, il a une valeur locative. Ok, vous l'achetez, évidemment, il a une valeur d'achat, une valeur de revente, évidemment. Mais en plus de ça, nous, on va faire évaluer la valeur locative, pardon, du bien. Donc, en fait, on va faire passer un expert qui va évaluer la valeur locative de votre bien. Une Bien fois qu'on sûr. a cette valeur locative, ben, en face, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le montant de l'emprunt, c'est-à-dire principal intérêt, et toutes les charges afférentes à l'emprunt, c'est-à-dire la taxe foncière, hein, qui s'appelle la property tax ici, et l'assurance du bien, l'assurance pour protéger votre bien, l'assurance éventuellement inondation. Et Mhm. si vous achetez par exemple un appartement, ça va être ce qu'on appelle les HOA, c'est-à-dire les charges de copropriété. Tout ça, on va le mettre en face donc de la valeur locative dite d'expert. Et en fait, ça va nous donner un ratio qui est un ratio de cash flow. Et peu importe le montant de ce ratio, vous allez pouvoir être financé. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que sans aucun problème, vous allez pouvoir avoir votre emprunt, sans aucun souci. Euh, Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de revenus, vous n'avez pas besoin de taxes. Et en fait, peu Super. importe, voilà, peu importe, comme tu le disais, hein, Fabrice, peu importe votre capacité d'emprunt. C'est la capacité d'emprunt en fait du bien qui compte, non pas la vôtre. Donc ça, c'est très important. La seule limite par rapport à ces emprunts, en fait, c'est quoi? C'est le montant de cash que vous avez en poche, c'est-à-dire quel est le montant maximum que vous pouvez investir. Donc, c'est simplement cela. Après, vous pouvez acheter autant de propriétés que vous le voulez aux États-Unis. Et alors, les montants, et c'est là où c'est extraordinaire, Fabrice, c'est que vous pouvez acheter, avoir des emprunts de 150 000 $ à plus de 10 millions de dollars. Donc, Mhm. autant on va acheter des propriétés en gros de 220 000 $ à plus de 14 millions. Donc, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Donc, la seule limite, c'est ce que vous avez dans votre compte en banque. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, c'est justement quelque chose de formidable, parce que c'est, en fait, les États-Unis sont un pays où on va vous donner beaucoup plus une responsabilité. Vous devez être responsable. Donc, à partir du moment où l'analyse au niveau des fonds, et que vous avez cette propriété où on puisse faire cette analyse en disant, voilà, elle va rapporter tant, elle va me donner tant, donc je peux la payer. Donc là, ça revient en fait exactement à ce que vous pouvez faire et votre capacité en tant que entrepreneur, et à votre capacité là-dessus, et à ne pas être limité, mais c'est la propriété qui est limitée, si on a bien compris. C'est ça, exactement. Voilà, c'est exactement. Ce sont les chiffres de la propriété qui vont compter, non pas les vôtres. Vous, on vous dit, voilà, vous avez cette propriété, très bien, vous avez l'argent pour le faire, vous êtes suffisamment responsable pour la gérer, ni plus ni moins. Tout à Donc fait. voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'avantage. Et puis l'autre avantage aussi des emprunts par rapport au fait que vous soyez non résident, c'est que comme je vous l'ai dit, il ne vous faut pas de relevé de compte, il ne vous faut pas pardon de taxes, il ne vous faut pas de fiches de paye, etc. Et en fait, vous pouvez avoir un emprunt, mais sous n'importe quelle condition. C'est quand même relativement, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que même si vous êtes à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ne vous demande même pas de venir, c'est-à-dire que vous pouvez aussi signer de France. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir ici, chercher la propriété avec Fabrice. Et tout le refinancement peut se faire en ligne. Donc ça, c'est vrai que c'est extraordinaire aussi, parce que vous n'avez même plus besoin de vous déplacer.
Mhm. Voilà. Très, Donc, très bien, très, très. C'est, voilà. c'est quelque chose de formidable. Donc, on va continuer donc sur justement voir un petit peu ces analyses au niveau des droits de succession. Les droits de Mhm. succession en France, on les connaît. Nous sommes à 45% avec un abattement de 100 000 euros par enfant. Ici, dans le cadre d'une société, et la société, ce n'est pas la réponse magique. On va le voir un petit peu ici donc sur ces explications et vous allez voir pourquoi. Ici aux États-Unis, quand vous le faites après par l'intermédiaire d'une société, en fait, vous possédez un actif. Vous ne possédez pas un bien immobilier. Donc, vous n'avez pas ces droits de succession et ces abattements. Les abattements, si vous êtes en nom propre sur les États-Unis, il est inférieur à ce qu'on peut avoir en France. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Donc, c'est là Ouais. où l'avantage d'être complètement, justement, bien informé. Donc, vous avez ici 60 000 dollars uniquement d'abattement aux États-Unis si vous êtes en nom propre. Par contre, vous n'avez pas de droit de succession si vous êtes en société parce que vous possédez un actif avec des parts sociales. Cette société, à partir du moment où vous l'avez, vous bien sûr, il est préférable d'être au moins à deux personnes. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, vous pouvez avoir la possibilité d'être une seule personne, mais deux personnes, c'est beaucoup mieux, surtout si on veut présenter que nous possédons un actif et non un bien immobilier. Ici, comment donc financer? Et là, on l'avait vu ici au niveau de c'est vrai. Ah, pardon. Ici, j'ai loupé. Voilà. Ici, voilà, nous avons vu au niveau de l'impact. Donc, nous faisons un peu un effet de levier avec le nombre de biens que vous avez éventuellement. Parce que ce que je voulais savoir, Séverine, c'est que il est possible également de pouvoir le faire sur un bien que j'ai déjà acheté aujourd'hui pour Mhm. pouvoir le faire. Oui, tout à fait. Oui, peu importe. D'accord. Ouais, D'accord. Très bien. exactement. Soit un bien que tu as déjà, soit un bien que tu achètes, ça ne pose aucun problème. C'est la même chose. Donc, C'est exactement au la même chose. niveau, parfait. Au niveau des impôts, nous savons que, comme en France, vous avez la possibilité de pouvoir avoir une déduction au niveau des intérêts bancaires. On est bien d'accord. Mhm. Tout à fait. Donc, d'un côté, nous avons les revenus. De l'autre côté, nous avons le prêt immobilier avec le B5, nous l'avons vu, le système, et nous avons donc les intérêts bancaires qui sont possibles de les déduire. Également, vous avez la possibilité de pouvoir en LLC, de les déduire toute la durée du prêt, si je me souviens bien. Oui. Complètement. Et vous avez donc également, alors ça paraît un petit peu fou, mais ça c'est vraiment un gros avantage, parce que vous avez un bien immobilier qui se revalorise tous les ans. On est bien d'accord. C'est ça, Par contre, ça évidemment. voilà, ça c'est en pratique. Par contre, sur le papier, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'IRS, l'administration fiscale américaine, dit, vous avez un bien immobilier, donc vous, comme il vieillit tous les ans, donc vous avez la possibilité de pouvoir, ce qui n'est pas complètement faux, parce que même s'il se revalorise, il se revalorise si vous l'entretenez votre bien. Donc, il prend un âge différent tous les ans et vous avez une possibilité de pouvoir le déduire sur 27 ans et demi exactement. Comment ça marche? Amortissement annuel est trouvé avec la valeur du bâtiment divisé par 27,5. Donc, et vous avez le montant par année que vous pouvez déduire. Vous avez également quelquefois la possibilité, si vous avez une imposition assez forte, de pouvoir directement le déduire sur 5, 7 ans éventuellement. Et si votre bien est loué en Airbnb, vous avez d'autres choses qui sont complètement déductibles, pas forcément si vous êtes en LLC ou pas, parce que la société, la LLC, c'est une protection des actifs, c'est pas une solution magique. C'est une stratégie fiscale à elle toute seule. La LLC en tant qu'entité, c'est un petit peu ce qu'on appelle nous un pass-through, un impact sur la résidence fiscale, les conventions fiscales entre les États-Unis, la France et l'Amérique latine également. Donc ça permet de protéger quelques points stratégiques, mais pas la totalité. C'est pour ça que je C'est vous un ai dit, écran, en fait, hein, on est c'est d'accord, ça. c'est juste un écran, voilà, ce qui vous permet de faire, justement, de jouer fiscalement et personnellement sur, voilà, par rapport à tous vos fonds et aux revenus, oui. Alors c'est pour ça que nous, on n'est pas trop habitués en tant qu'Européens, mais on se dit alors qu'est-ce qu'il est préférable? Il est préférable, moi je préfère payer cash et j'ai plus rien à payer tous les mois. Faux. C'est archi faux. Si vous payez votre bien cash, parfait, très très bien. Vous laissez ceci. Je prends sur une maison d'1 million de dollars. Aujourd'hui, les locations ici à Miami sont exceptionnelles. On a il nous manque en fait, il nous manque de l'inventaire aussi bien au niveau de la location, aussi bien qu'au niveau de la vente. Ça paraît bizarre. On vous demande est-ce que le marché est bien aujourd'hui? Il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il y a beaucoup moins d'inventaire, mais ça ne veut pas dire que les prix augmentent. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'inventaire que les prix augmentent. Les gens cherchent quelque chose de qualité, clé en main et un peu plus luxueux. Donc, vous payez cash votre maison à 1 million de dollars. Elle va vous rapporter 20 000 par mois. Même, Mhm. prenons 10 000, 15 000. 15 000 par mois, 180 000 à l'année. Si vous avez payé votre maison cash, vous avez acheté une maison, vous n'avez pas d'échoé, c'est ce qu'expliquait Séverine. Qu'est-ce que vous avez à déduire? Taxe de propriété. Et
Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, en fait, vous avez 180 000 $ directement à ajouter à vos revenus, qui, aux États-Unis, fonctionnent exactement avec différentes, bien sûr, tranches d'imposition, en fonction des montants. Et quand on est au-dessus de 500 000, ça va assez vite. Donc, il est préférable d'être en dessous. C'est pourquoi, pour le même bien immobilier, c'est vrai. Et moi, je l'ai vu, c'est pas, on dit non. Et vous pouvez faire le calcul, c'est des mathématiques. Vous avez un investisseur qui paye 40 000 $ d'impôts et un autre investisseur qui paye zéro. Tout C'est ça. simplement pourquoi? Voilà, parce qu'il a directement touché le point essentiel, il a cherché les déductions fiscales. Et ça, c'est beaucoup, c'est important. Et le prêt est quelque chose qui vous apporte justement, et même d'ailleurs au niveau de la mise en place d'un prêt, Séverine, évidemment, de toute façon, il n'y a pas besoin de se voiler la face, c'est comme dans tous les pays du monde, il y a des frais sur la mise en place du prêt. Tout Il à y a, fait. voilà, donc est-ce que ces frais également, je pense que ces frais également sont déductibles au niveau des impositions, au niveau des impôts la première année? Oui, tout à fait. On appelle ça les frais de closing, qui Ouais. incluent, je dirais, tous les frais liés à l'acquisition, des prépayés pour la banque, un an, par exemple, d'assurance d'avance, des choses comme ça. Donc, Mhm, tous ces frais-là, effectivement, sont complètement déductibles. C'est-à-dire que, oui, ça peut coûter cher, c'est comme partout, hein, ça c'est évident, mais par contre, mhm. vous les déduisez. Et ça, c'est vraiment très, très important, parce qu'en forme de société, effectivement, ça reste des frais comme un autre, comme d'autres, en fait. Hein, donc, vous déduisez tout. Voilà, Bien effectivement. sûr. Et la première année. L'optimisation, voilà, c'est Mhm. l'optimisation fiscale que l'on peut voir. C'est, vous pouvez déduire les intérêts, vous pouvez déduire la taxe foncière, vous pouvez déduire donc ce qu'on appelle la property tax, vous pouvez déduire l'assurance, les charges de copropriété, les réparations, mais également la gestion. Si vous louez votre appartement en Airbnb, il y a certainement, parce que l'opérateur ne travaille pas gratuitement, une opération au niveau des fonds, donc une distribution au niveau des fonds, pardon. Et donc, ça également, vous pouvez les déduire. Exactement. La dépréciation au niveau des 27 ans et demi, comme apparaît ici sur ce PDF, je l'ai déjà évoqué. La co-ségrégation, qu'est-ce que c'est? Le cost segregation, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est? Séparation des composants immobiliers. Vous avez également la possibilité de pouvoir, ici aux États-Unis et en France également, je crois que c'est possible, de séparer les composants du bien immobilier entre l'électroménager, les installations, les systèmes, les dépréciations peuvent être accélérés sur ce que je vous disais, 5 ans, 7 ans et 15 ans au lieu de 27 ans et demi. Quelquefois, c'est très important. Très rarement, un investisseur garde une propriété 27 ans et demi. Donc, c'est très intéressant parce que si vous avez une imposition qui est assez forte parce que vous avez des revenus forts, parce que vous avez commencé par acheter une propriété avec plus d'1 million de $ et des revenus conséquents, forcément, il est vraiment très intéressant de pouvoir déduire sur 5 ou 7 ans. Ça, on peut vous conseiller par rapport à ça et mettre également en contact avec un comptable. Tu voulais dire, Séverine? Oui, ben justement, oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi de très important, c'est que l'administration fiscale aux États-Unis, ils nous donnent aussi des outils pour optimiser, non pas de ne pas payer des impôts, parce qu'attention, on ne vous dira jamais ça, mais en tout cas, optimiser justement votre niveau d'imposition. Donc, c'est comme partout, vous allez payer des impôts, mais par contre, vous avez quand même moyen d'optimiser cela. Donc, si vous êtes très bien entouré, comme tu le dis, hein, 27 ans et demi, etc., mais il y a plein de façons, je dirais, d'optimiser vraiment au mieux vos taux d'imposition. Et ça, c'est clair. Voilà, comme tu l'as Complètement. évoqué. Ouais, donc c'est très Complètement. Donc, le bonus dépréciation le permet d'anticiper les déductions. Donc, ça réduit les impôts de départ. La clé, c'est pas combien vous gagnez mensuellement, c'est combien il vous reste après les impôts. Et ça, c'est le principal. exactement. 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 Parce que c'est toujours, le sujet est toujours ici. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça au niveau de toutes les informations. N'hésitez pas. Vous pouvez contacter Séverine directement. Vous voulez acheter un appartement, vous voulez acheter une maison, vous avez déjà une maison, vous avez une maison ou un appartement qui est déjà payé. Renseignez-vous. Séverine est une professionnelle à ce sujet. Vous pouvez malgré tout faire un cash out, même si vous avez déjà acheté votre maison il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ça va être une des dernières questions. Est-ce que justement, si même j'ai une maison qui vaut 1 million de $ que j'ai payé moi maintenant depuis 7 ans, où il me reste à peine 100 000 de crédit, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir faire un cash out à hauteur de 800 000 $ sur la l'appraisal? Oui, bien sûr, on peut refinancer des maisons qui ont déjà un emprunt dessus. Hein. On refinance en fait ni plus ni moins que l'emprunt que vous avez. Et en plus de ça, on vous donne entre guillemets du cash. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis si vous avez plusieurs maisons avec plusieurs emprunts ou que certaines ou quoi que ce soit, la même chose, on peut le faire sur autant de propriétés que vous avez. Ça ne pose aucun problème.
On peut les faire quasiment tous en même temps. Vous n'êtes absolument pas limité. Voilà. Les Parfait. banques vous financeront sans aucun problème. Il n'y a pas de limitation sur le nombre de biens que vous puissiez refinancer. Il n'y a pas de problème, il faut attendre 6 mois, 1 an. Non, tout ça, ça n'existe pas ici. Voilà. Vous avez un bien, vous pouvez le refinancer. Si le bien peut supporter la dette de l'emprunt, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, D'accord. c'est Parfait. beaucoup plus facile, effectivement, aussi de ressortir cette trésorerie et la réinvestir, soit dans un nouveau bien. Hein. J'ai beaucoup de clients, par exemple, qui refinancent un bien pour acheter une maison plus importante, c'est-à-dire qu'ils ressortent un minimum de trésorerie et prennent un second emprunt pour acheter une maison beaucoup plus grosse. Donc, finalement, avec l'apport que vous avez fait, c'est-à-dire le bien que vous avez acheté cash la première fois, le jour 1, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un deuxième bien qui, finalement, est ni plus ni moins financé 100% en emprunt. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire? Vous transférez en Bien fait la sûr. trésorerie acquise dans votre premier bien, vous la transférez sur le deuxième, avec en plus de ça un deuxième emprunt. Donc c'est D'accord. génial. C'est génial, oui, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas, ça va être pour toutes les personnes qui se sont enregistrées. Vous allez recevoir le lien de l'enregistrement de celui-ci. N'hésitez pas à le partager si vous voulez. Et si Mhm. vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Séverine, je te remercie Ben, pour tout à toutes fait. ces Merci à informations. tous. Et puis à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir. Ciao.